Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 2 juillet. Le prix du carburant à la pompe enregistre une nouvelle hausse. Le litre passe de 8 000 à 10 000 francs guinéens. La nouvelle est mal accueillie par la population. Les syndicalistes dénoncent une augmentation unilatérale et menacent de déclencher une grève générale. L'annonce a été faite lors d'une rencontre à la Bourse du Travail. Détail à suivre dans un instant avec Djibril Ba. Nous irons à Lola où sur place, la préfecture est confrontée à un manque criard d'infrastructures. Illustration avec le commissariat de police et la maison des jeunes qui ont besoin d'être rénovés et équipés. L'une de nos équipes rentre de Lola. Reportage à suivre également dans ce 22h. Enfin au Rwanda, les marchés où s'empilent des vêtements d'occasion venus des États-Unis sont au cœur d'une guerre commerciale dont les vendeurs déplorent qu'elle les prive de leur gagne-pain. Voilà pour les titres de ce journal. Bienvenue à tous. C'était pressenti et c'est chose faite. La Guinée enregistre une nouvelle hausse du prix du carburant à la pompe. Le litre passe désormais de 8 000 à 10 000 francs guinéens. La nouvelle est mal accueillie par la population. Les syndicalistes s'opposent catégoriquement à l'augmentation du prix du carburant. Ils ont manifesté leur mécontentement ce lundi à la Bourse du Travail. Selon eux, cette décision du gouvernement est inacceptable. Explication Djibril Ba, Abdoulaye Kamara. Pour la CNTG et l'USTG, c'est une décision unilatérale que le gouvernement guinéen a prise pour augmenter le litre de l'essence, du gasoil et du pétrole à 10 000 francs guinéens. Du coup, les responsables des centrales syndicales ont tenté d'expliquer à leurs collègues ce qui a prévalu. Également, faire savoir la violation du contenu du protocole d'accord de février 2016. Si c'était une négociation organisée, toutes ces mesures allaient se prendre et comme les camarades du transport ils sont là, quand il y a augmentation, immédiatement ils rentrent aussi en négociation pour fixer le prix du transport par tronçon. Chose qui n'a pas été faite. À notre grande surprise, ils attendent minuit pour dire que le prix de l'essence et du carburant sur l'étendue du territoire passe à 10 000. Le chef de l'État est déjà au courant des échos non favorables pour lui à la suite de cette annonce. Il les invite à la négociation, mais les syndicalistes ont du mal à avaler la pilule. En votre nom, nous allons demander au patronat et au gouvernement, comme étant une décision unilatérale, nous n'avons pas été associés, que le prix revienne à 8 000 francs pour un premier temps. Auprès des secrétaires généraux de la CNTG et de l'USTG, quelques acteurs de la société civile sont venus leur apporter le soutien. C'est que le citoyen que nous sommes, nous devons être les bénéficiaires de la croissance et du développement et non pas les agneaux du sacrifice. Comment se fait-il que lorsque ça ne va pas, c'est le citoyen déjà blessé qu'on va saigner? Entre colère et frustration, voilà comment la salle se vidait des syndicalistes qui s'attendaient à une forte riposte de leur leader. En attendant, l'idée d'aller en grève n'a officiellement pas été annoncée. Côté réaction à présent, commençons tout d'abord par la société civile qui sort de son silence. Le CNOX rejette les arguments avancés par le gouvernement pour justifier cette nouvelle hausse des prix des produits pétroliers. Son président, Dr Dansa Kourouma, précise que les citoyens ne payent pas le prix de la mauvaise gouvernance. Mafoudi Yalaren Kamara, Aboubakar Din Kamara. Le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne s'indigne après l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Cette décision du gouvernement qui pèsera forcément sur le panier de la ménagère, elle provoque déjà la colère de la population. Cette augmentation est intervenue à une période difficile. Cette augmentation ne sera jamais acceptée par la population. Les arguments avancés par le gouvernement pour justifier cette nouvelle hausse du prix du litre du carburant à la pompe ne tiennent pas et ne répondent à aucune logique. Ce n'est pas convaincant
Parce que le gouvernement, ce n'est pas le gouvernement qui a décidé à lui seul de fixer le prix à 8 000. C'est après une grève, c'est après un accord avec les partenaires sociaux. On ne peut pas balayer cet accord d'un revers de main parce que la Banque mondiale a mis la pression de revoir le prix, de ne pas continuer à subventionner le carburant. Cet activiste de la société civile déplore également l'anarchie totale qui règne dans le pays au niveau de prix du tronçon par usager. Entre hier et aujourd'hui, chaque transporteur fixe le prix qu'il veut. Et dans une semaine, vous allez voir le prix des denrées de première nécessité, ça va grimper de manière anarchique. Le CNOSC rendra responsable le gouvernement de tout ce qui adviendra dans le futur s'il ne revient pas sur sa décision. On mettra l'État devant sa responsabilité si jamais la pédagogie qui doit permettre de changer le prix du carburant n'est pas respectée. Dr Dansa Kourouma demande aux populations de rester mobilisées et de rester à l'écoute des éventuelles décisions que la société civile pourrait prendre dans les jours à venir. L'augmentation du prix du carburant, c'est une mesure qui fâche tous les citoyens. Chacun parle personnellement des conséquences d'une annonce qui pour eux n'était pas opportune. Ils sont au micro de Djibril Ba. Moi, je ne suis pas content de tout. Même ça coûte combien? 200 quelques mille. 200 quelques mille, ça c'est un peu trop quand même. Tout un pauvre. Nous sommes choqués et révoltés en tant que citoyens par cette augmentation fantaisiste et insolente par le gouvernement. Aujourd'hui, la pauvreté ne dépasse en République de Guinée. Et c'est le moment pour nous, au nom des citoyens, de prendre des dispositions fortes et des réponses claires face à cette situation. C'est de tenir compte de la réalité. Nous sommes des Guinéens, nous sommes tous Guinéens. Eux-mêmes, ils sont Guinéens, ils sont là pour nous. S'ils sont là aujourd'hui, c'est nous. Sinon, s'il n'y a pas un Guinéen, ce n'est pas la peine d'avoir un gouvernement, quoi. D'autres citoyens, vous allez voir, ne comprennent pas cette décision du gouvernement, malgré les risques que cela pourrait engendrer. Certains rencontrés dans les rues de la capitale désapprouvent ce réajustement. Reportage à Mariam Fodé Camara, Ibrahima Souri Camara. Depuis l'annonce de cette décision du gouvernement, les citoyens ont toujours exprimé leur opposition à une augmentation du prix des produits pétroliers, notamment l'essence et le gasoil à la pompe. Malgré ces plaintes, le gouvernement est passé en action en fixant les prix de l'essence, du pétrole et du gasoil à 10 000 francs guinéens le litre. Dans les stations-service, les pompistes sont confrontés à certaines difficultés. Pour un premier départ, ça nous a causé un peu de difficultés parce qu'ils étaient habitués à l'ancien prix. Donc le matin, quand les techniciens ont passé pour le changement, il fallait qu'à chaque service, qu'on rappelle aux clients que le prix a changé. Ce jeune fait le taxi moto. Il vient de carburer sa moto. Surpris de cette augmentation, il décide à son tour d'augmenter le transport. Je suis venu ce matin, je prends 1 litre, on me dit c'est à 10 000. Bon, il faut que nous aussi nous augmentons le prix. Cette augmentation n'est pas sans conséquence. Ali Sako prend habituellement 5 litres de carburant par jour, mais avec cette augmentation, il se voit dans l'obligation de prendre 2 litres. D'habitude, je prends 5 litres en allant, 5 litres. Aujourd'hui, je prends 2 litres. Je suis obligé. Et si je dépasse là, donc, la compression sera à la maison. Autre conséquence de ce changement de prix, c'est le problème de transport auquel les usagers font face. Kanté attend depuis 2 heures un taxi pour se rendre à son service. En vain, aucun taxi ne veut s'arrêter. Depuis 2 heures de temps, je suis là. Avec la situation de ça, on devait essayer de dire, informer la population avant de faire l'augmentation. Pour la journée de ce lundi, certains chauffeurs fixent le transport entre 2000 et 2500 francs guinéens par tronçon. Nous ont confié des passagers qui en ont été victimes. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à cette augmentation du prix des produits pétroliers par le gouvernement. Éducation, baccalauréat unique session 2018, des candidats réclament son annulation. L'association scolaire et estudiantine de Guinée dénonce les cas d'irrégularité enregistrés lors de ces examens. Elle exige la reprise. Les membres de cette ONG qui ont également pris part à cet examen disent avoir aperçu des candidats avec des téléphones portables. Les sujets ont été traités via des groupes d'amis formés sur Messenger. Cabinet Keita est le président de cette association. Il est au micro d'Antoine Kourma. On l'écoute.
Oui, nous dénonçons des dysfonctionnements très graves qui ont émaillé tout ce processus. D'abord de l'organisation jusqu'à la fin des examens nationaux. Nous avons constaté qu'il y a eu des fraudes massives, l'utilisation des téléphones, mais aussi l'utilisation des documents, des brochures et des cahiers. Premièrement, il y a eu l'utilisation des téléphones Android dans toutes les salles de classe. Je pense aujourd'hui que si vous faites les enquêtes, vous demandez Orange, la téléphonie Orange, on vous dira qu'il y a eu plus d'achats de passes pendant les examens que pendant les autres jours. Ça, c'est la première preuve. Et deuxièmement, il y a eu des groupes qui ont été créés sur Messenger par des élèves, par des candidats, où les sujets étaient traités et envoyés par des professeurs. En troisième lieu, des brochures, des cahiers ont été retrouvés dans les salles de classe. Et messieurs, on vous dit aussi qu'il y a eu des PV qui ont été doublés, parce que nous connaissons des écoles ici qui ont doublé, voire même triplé les PV de leurs élèves. Donc tous ceux-ci ont été des cas de fraude et non les moindres qui décrédibilisent cet examen national. Leur première vocation, c'est d'être admis au baccalauréat. Et en second lieu, c'est d'être lauréat pour partir représenter la Guinée au Maroc. Il y a eu beaucoup de candidats. Je vous dis même, presque tous les candidats seront admis cette année parce que 95% des élèves ont triché à cet examen. Donc l'association scolaire et estudiantine de Guinée n'est pas d'accord. Nous demandons que de nouveaux examens soient organisés sur toute l'étendue du territoire national, à commencer par l'examen d'entrée en 7e année jusqu'au baccalauréat. Dans l'actualité encore, une entreprise spécialisée dans la fabrique de béton est installée à Kipé Dadia. Nous sommes dans la commune de Ratoma. Dans ses activités, elle dégage énormément de poussière et de fumée, ce qui pourrait provoquer des maladies. Le bruit des machines empêche également les voisins de dormir. Le ministère de l'Industrie saisi a procédé à sa fermeture, mais l'entreprise a repris ses activités aux grandes dames des populations riveraines qui exigent la délocalisation en zone industrielle de l'usine. Mamadou Kalisso, Mamadou Aliouba. Une industrie de béton dans un quartier résidentiel. Cela se passe à Kipé Dadia. Les riverains ont signé une pétition pour protester contre cette implantation. Le chef de quartier a adressé un courrier au ministère de l'Industrie qui, après enquête, a procédé à sa fermeture. À la surprise générale, l'entreprise a repris ses activités, ce qui n'est pas du goût des riverains qui craignent pour leur santé. Nous, on n'est pas du tout d'accord dans le quartier parce qu'il n'est pas question qu'on vive avec une usine ici dans le quartier, même pas une journée. Et la décision qui devrait être prise, c'est celle de le fermer et en attendant de lui trouver un endroit où être. Tout autour de l'entreprise, il y a des habitations, comme cette famille qui l'a vu s'installer il y a quelques mois. Elle dit être envahie par la poussière et la fumée. La poussière nous fatigue énormément ici. Tu ne peux pas t'asseoir dehors. Quand tu rentres à la maison, c'est encore pire. On ne peut même pas accrocher nos habits dehors. Le bruit du moteur nous empêche de dormir. Cette autre dame a un problème de respiration. Depuis l'arrivée de cette entreprise, sa situation s'empire. Je souffre de l'asthme. Je suis allergique à la poussière. Nous les prions de quitter ici. Cette entité jouxte l'hôpital sino-guinéen d'un côté et une école privée de l'autre. Joint au téléphone, le responsable de l'entreprise confie que c'est le ministre de l'Industrie qui l'a autorisé de rouvrir. Mais les victimes de cette pollution ne comptent pas baisser les bras. On ne peut pas, même une journée de plus, rester avec une usine qui tourne dans un quartier où vivent nos enfants, à côté d'une école, à côté d'un hôpital. C'est juste complètement impensable. Impensable. On n'est pas voir l'hôpital sur le Guinée, ils nous disent que soi-disant que eux, chez eux là-bas, c'est protégé, c'est en vitre. Donc nous ne sommes pas protégés. C'est normal, mais ce n'est pas normal. Ils sont là, nous avons intoxiqués ici, et avec la poudre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les populations impactées exigent la fermeture définitive de cette industrie de béton et sa relocalisation en zone industrielle, faute de quoi elle menace de battre le pavé. Les autorités préfectorales de Koya ont procédé ce lundi au marquage des maisons qui sont construites de façon anarchique aux abords des emprises de route. Par la même occasion, elles ont invité les habitants de libérer les lieux dans un bref délai. Reportage Mohamed Valek Touré, Amara Alex Silla.
C'est une décision du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme qui interpelle les autorités préfectorales de Koya. Ce matin, plusieurs maisons aux abords du mont Kakulima ont été marquées de croix rouge. Elles seront démolies à cause de l'irrégularité de leur emplacement. La mesure vise à faire éviter des catastrophes à ces riverains de cette montagne. Ce plan que vous voyez là, le plan existait depuis le temps colonial, depuis le temps des colons. Donc cette population ou cet envahissement qui se profile aujourd'hui le long des flancs de montagne, il faudrait que ces populations le chassent aujourd'hui, que l'endroit n'est pas propice pour une habitation meilleure. Nous qui avions vécu la Première République et qui savions que la terre appartenait à l'État, depuis un certain temps, je ne sais pour quelle cause, parce que ça dépasse, on a créé ce qu'on appelle le code foncier domanial, qui à mon avis est ambigu et qui n'a jamais porté le nom coutumier, mais les gens se disent coutumiers. Sur les flancs du mont Kakulima, ils sont nombreux à avoir construit des maisons sur des zones réservées de l'État. Ces nouveaux occupants se réclament d'ailleurs propriétaires terriens. Certains se sont installés jusque par des parties élevées de la montagne. Mais les dispositions sont prises par les autorités préfectorales de Koya pour les dégager. C'est le même constat à Kouria, le district situé à quelques kilomètres de Koya. Cette zone industrielle va être occupée comme garage automobile. Les occupants sont aussi sommés de quitter les lieux. On est arrivé jusqu'ici pour que tout le monde s'accorde avec nous que c'est ici, c'est 500 hectares et il faut sécuriser les 500 hectares. C'est-à-dire faire une bande de 30 mètres tout le tour. La première personne qu'on va prendre en train d'effacer ces croix servira d'exemple pour les autres. La récupération et la sécurisation de ces domaines de l'État restent une préoccupation des autorités préfectorales de Koya. Direction l'intérieur du pays, le commissariat de police de Lola est confronté à un manque logistique, notamment du matériel informatique et autres. Pire, le local construit par les policiers à la retraite est dans un état lamentable, toiture défoncée, archives mal entretenues, même cas au niveau de la maison des jeunes. Alseni Bari et Tierno Sadouba sont de retour de Lola. Voici leur reportage. Lola, préfecture située à près de 1000 km de la capitale Conakry. Arrêtons-nous au commissariat de police de la ville. La toiture est délabrée, laissant s'introduire les eaux de pluie. Les rideaux sont aussi défectueux. Des bambous séparent le bureau du commissaire central à celui de son adjoint. Voilà les archives des citoyens. Les mots sont faibles pour les décrire. Dans cette chambre, on confectionne les cartes d'identité nationales, sans ordinateur ni imprimante. Puis, ils sont en sous-effectif. Aussi bizarre que cela puisse paraître, l'infrastructure a été construite par des policiers à la retraite. On n'a aucun moyen logistique qui nous permet de bien travailler. On est obligé, si j'ai de saisir nos documents, on est obligé d'aller avec les informaticiens et on saisit souvent, on n'est pas à l'abri et nos secrets ne sont plus gardés comme nous. Et pourtant, Lola fait frontière avec la Côte d'Ivoire et le Libéria, des pays ayant connu la guerre. Certains parmi ces citoyens l'ont vécu et y ont participé. L'inquiétude est donc grandissante pour ce ressortissant de la localité. Nous avons même nos frères ici qui vivaient de l'autre côté, qui ont aussi goûté à la manipulation des armes, qui sont avec nous. Mais tout cela, si nos policiers ne sont pas bien armés, s'ils ne sont pas bien équipés, comment lutter contre ces criminels? C'est vraiment un cri de cœur que je lance à toutes les autorités, à commencer par Monsieur le Président. Un tour à la maison des jeunes, c'est la Coupe du Monde. Les téléspectateurs sont assis à même le sol pour regarder le match sur des flaques d'eau. Puis, le sol est dégradé et les murs fissurés. À ces difficultés s'ajoutent d'autres plus pénibles. Lola n'a pas connu de bibliothèque municipale. Lola n'a pas de centre professionnel de formation, centre professionnel. Lola aujourd'hui n'a pas un lieu où des jeunes, vous pouvez les mettre ensemble, leur dire voilà l'orientation de ce pays, voilà ce qu'il faut. Lola n'en a pas. La ville est fortement impactée par le déplacement massif des jeunes vers d'autres cieux. La plupart sont tentés par l'aventure à cause du chômage qui bat son plein. Ces activistes et les autres citoyens se sentent oubliés. Ce qui est regrettable,
vraiment je le dis avec assez de cris de cœur, assez de mois, Lola a perdu beaucoup de fils dans cette Méditerranée. Je vous le dis. Je vous le dis, Lola est victime de la Méditerranée parce qu'aujourd'hui à Lola, il faut vraiment que toute la nation se mette debout. Il faut que la Guinée pense à ses enfants. Au 55e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, Lola souhaitait bénéficier d'infrastructures. Mais hélas, rien, à part le bloc préfectoral qui a été rénové. À présent, l'actualité africaine et internationale dans ce 22h au Rwanda. Les marchés où s'empilent les vêtements d'occasion venus des États-Unis sont au cœur d'une guerre commerciale dont les vendeurs déplorent qu'elle les prive de leur gagne-pain. Décidé à renforcer son industrie textile, le Rwanda a augmenté en 2016 les droits d'importation sur les vêtements d'occasion, bouleversant un secteur valant des millions de dollars et créant des tensions avec les États-Unis. Suivez. Ici, dans ce marché de la capitale, on vend de la fripe, des vêtements d'occasion. Un secteur qui était très florissant, mais en 2016, le gouvernement rwandais décide de multiplier par 12 les droits de douane pour l'importation des habits d'occasion. Il est difficile de trouver des vêtements de seconde main à revendre. C'est difficile de gagner de l'argent. Avant, avec 5 000 francs, on pouvait acheter 15 habits et les revendre 20 000. Ça payait la scolarité de nos enfants, leurs habits et leur nourriture. L'Afrique de l'Est importe environ 1/8 des vêtements d'occasion dans le monde. L'industrie emploie 350 000 personnes. La majeure partie des fripes viennent des États-Unis. Et pour le président du Rwanda, Paul Kagame, ce marché bloque le développement d'entreprises locales. Le Rwanda a une stratégie clairement d'industrialisation et donc de ce point de vue-là, il est tout à fait raisonnable de mettre sur pied une forme de protectionnisme qui pourrait bénéficier à terme à l'industrie locale. Face à l'augmentation des prix des vêtements de seconde main sur le marché, certaines personnes se tournent vers des habits made in Rwanda. Dans le village culturel de Kigali, une vingtaine de stylistes ont ouvert des magasins pour mettre en avant la production locale. Au lieu d'acheter des vêtements d'occasion au même prix, vous pouvez acheter ce qui est fabriqué localement. Ça devient une fierté d'avoir une pièce Made in Rwanda dans son placard. Si à long terme le marché local pourrait bénéficier de cette forte taxation, à court terme, les Rwandais qui ont des revenus modestes doivent s'adapter à cette nouvelle donne, qu'ils soient vendeurs ou acheteurs de vêtements d'occasion. En bref et en image, le nouveau président mexicain élu Andrés Manuel López Obrador donne un discours de victoire devant ses partisans sur la place centrale de la capitale. Après sa victoire à l'élection présidentielle, son mouvement de régénération nationale Morena s'impose également dans plusieurs États. Et pour la première fois, ce sera une femme, Claudia Sheinbaum, qui gouvernera la mégapole de Mexico. Sans transition, très prisée des laboratoires pharmaceutiques, l'arnica pousse majoritairement dans les Vosges. Avec le temps, les récoltes ont diminué à cause de la cueillette sauvage et de l'agriculture intensive. Depuis 10 ans, la récolte est très réglementée. Suivez. Sac à la main, les ramasseurs s'en vont cueillir cette petite marguerite, l'or jaune des Vosges, l'arnica. Au cœur du massif, la colline du Markstein est le principal site de cueillette en France. Il faut des terrains acides et sur des chaumes où elle a moins de concurrence avec de l'herbe. Elle vit en association avec des champignons et elle prolifère là depuis toujours. On prend l'arnica à la base comme ça, on tourne délicatement en récupérant un petit morceau de la racine sans la casser. Jean-François Messet peut lui récolter jusqu'à 2,5 tonnes pour le laboratoire Boiron. Fini le temps de la cueillette non réglementée. Allez, au pif. Ça c'est un sac de 8 kilos là. Pour préserver la fleur, les élus locaux ont signé une convention en 2007 avec les laboratoires. Objectif, instaurer le dialogue entre agriculteurs et cueilleurs. Au début, il y a eu un petit peu des frictions, mais on a fini par arriver à s'entendre. Il a fallu tout de suite communiquer pour pouvoir gérer le site, sinon ça aurait pu disparaître.
La cueillette ne dure que quelques jours, durant lesquels la brigade verte patrouille et brandit la menace de l'exclusion en cas de non-respect des règles. Le fait d'exclure tout un groupe, voilà, je pense que ça serait quand même préjudiciable. Hein. Donc on n'en est jamais arrivé là, mais je pense que voilà, les choses ont été dites et je crois que les règles sont connues par tout le monde. Conservés à l'ombre quelques heures, les sacs destinés au laboratoire Boiron sont acheminés en Rhône-Alpes par camion frigorifique où la flore est analysée. Une fois que j'ai défini que j'avais la bonne espèce, je vais pouvoir la libérer. Découpée puis mise en fermentation, l'arnica finit au bout du cycle en gel, gélule ou crème. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également aux téléspectateurs qui nous suivent du côté de Mamou, la ville Carrefour. Ce journal est à revoir sur notre site espacetvguinée.info. À toutes et à tous, excellente soirée en compagnie de nos programmes.